L'hypertension artérielle, on estime qu'elle touche 12 millions de personnes en France. C'est compliqué, l'hypertension artérielle, on la qualifie de tueur silencieux. Parce que dans la majorité des cas, à moins d'avoir une grosse poussée de tension, on ne sent pas que l'on a de la tension. Dans la majorité des cas, il n'y a pas eu de complications. Et pourtant, si elle n'est pas traitée, elle expose à un grand nombre de complications. AVS avec Philippe Robichon. Votre santé, bienvenue pour cette nouvelle matinée santé avec le docteur Mathieu Bernard qui est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour Philippe. Cardiologue et hypnopraticien formé à la PNL, spécialiste du sommeil et auteur de Le cœur, notre autre cerveau aux éditions Larousse, où nous allons parler de l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de l'hypertension comme un des facteurs de risque de complications liées à la Covid. Même en début de pandémie, on pensait même que ceux qui étaient traités avec des médicaments contre l'hypertension avaient des risques de faire des formes plus sévères de la Covid. Où est-ce qu'on en est quelques mois après ? Les patients qui ont une hypertension artérielle sévère et déséquilibrée, c'est-à-dire non contrôlée par le traitement médicamenteux, ou par les règles, ce qu'on appelle les règles hygiéno-diététiques, sont plus à risque d'attraper la Covid et de développer des formes sévères. Donc plus à risque de l'attraper ? Oui. Qu'est-ce qui expliquerait qu'il soit finalement plus susceptible de l'attraper ? L'une des pistes, c'est que la porte d'entrée du virus est une protéine donc, qui est située à la surface de cellules et qui est plus exprimée au niveau cardiaque, au niveau pulmonaire et au niveau digestif aussi, ce qui explique les différentes symptomatologies de la Covid. On peut avoir plutôt une atteinte respiratoire, on a des formes digestives et puis on a des complications cardiaques. D'accord, et donc ça augmente également le risque de faire des formes graves. Des formes graves, oui. C'est une maladie très fréquente, l'hypertension. L'hypertension artérielle, on estime qu'elle touche 12 millions de personnes en France. On peut considérer que c'est fréquent. C'est compliqué l'hypertension artérielle parce que, alors on la qualifie de tueur silencieux. Parce que dans la majorité des cas, à moins d'avoir une grosse poussée de tension, on ne sent pas que l'on a de la tension. Dans la majorité des cas, il n'y a pas eu de complications. Et pourtant, si elle n'est pas traitée, elle expose à un grand nombre de complications. L'infarctus du myocarde, donc une artère du cœur qui se bouche. Ce qu'on appelle l'artérite. Alors, quel est justement le lien entre la tension artérielle et le fait qu'une artère se bouche ? La tension artérielle abîme les artères, la paroi des artères, et ça va favoriser la survenue de plaques d'athérome. C'est l'un des facteurs de risque de cette fameuse plaque d'athérome qui vient boucher les artères. Et en plus, l'hypertension artérielle exerce des contraintes sur les artères et donc on peut avoir ce qu'on appelle des ruptures de ces plaques d'athérome. Et donc la plaque d'athérome, c'est une dabouillie au sein de l'artère qui est composée de cholestérol, de ce qu'on appelle des cellules spumeuses qui sont des macrophages qui ont mangé trop de cholestérol et qui en sont morts, et d'autres petites choses, du calcaire, etc. Et cette bouillie, elle est isolée par une plaque fibreuse. Et quand cette plaque vient à se rompre, cette bouillie rentre en contact avec le sang et crée la formation d'un caillot qui vient obstruer l'artère. Et donc on sait que les poussées d'hypertension artérielle favorisent ces ruptures de plaques fibreuses. On peut avoir une atteinte aussi des membres inférieurs, des artères des membres inférieurs, ce qui peut aller jusqu'à l'amputation quand ça n'est pas traité et quand on atteint des seuils critiques. On peut avoir des atteintes des artères du cerveau, qui là vont provoquer soit en se bouchant ce qu'on appelle des accidents vasculaires ischémiques, soit avec des ruptures de parois artérielles, et là on va avoir ce qu'on appelle des accidents vasculaires hémorragiques avec des saignements donc dans la tête. L'hypertension artérielle favorise l'insuffisance rénale aussi en abîmant les capillaires au niveau des reins. Ça favorise aussi certains types de démence qu'on appelle des démences vasculaires. Si on a plein de petits accidents vasculaires cérébraux, ça finit par abîmer le cerveau. Dont on ne se rend pas compte, en fait, c'est ça ? Exactement, ouais. Ça passe complètement inaperçu. Qui s'enchaîne. Et au fil des années, on commence à yoyoter. Yoyoter, c'est intéressant, yoyoter. C'est un terme médical très utilisé. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore ? Après, ça favorise aussi certaines arythmies au niveau cardiaque, ça entraîne un épaississement de la paroi cardiaque. L'arythmie, c'est donc... C'est le cœur qui bat de façon irrégulière et souvent rapide, et qui est aussi associé à un risque majoré d'accident vasculaire, mais ischémique. C'est-à-dire que ça va favoriser la formation de caillots au niveau du cœur, et si ces caillots partent dans la circulation, ils peuvent monter au cerveau, boucher une artère. Est-ce qu'on sait pourquoi on devient hyper tendu ? Est-ce que c'est, comme beaucoup le disent, une maladie de société, la maladie du sel ?
Parce qu'avant, les gens Entre autres, il y a plusieurs choses. Alors, je les divise en quatre familles, en fait. Vous avez la plus fréquente qu'on appelle l'hypertension artérielle essentielle et qui est liée à un vieillissement des artères. Donc ça, c'est l'âge. En vieillissant, les artères, c'est comme un tuyau d'arrosage, en fait. C'est quelque chose de souple. Et donc, ça permet d'absorber les variations de pression. Et quand ces artères, elles deviennent trop rigides, en fait, on n'a plus cette élasticité. Et donc, on va avoir une élévation de la pression artérielle. Donc ça, c'est la plus fréquente. C'est à peu près entre 90 et 95% des causes d'hypertension artérielle. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'hypertension artérielle toxique ou iatrogène, qui est soit le fait d'une mauvaise hygiène de vie, soit induit par la prise de médicaments qui provoquent des poussées de tension, soit par des toxiques type amphétamine et cocaïne, qui sont des grands pourvoyeurs d'hypertension artérielle. D'accord, donc ça c'est la deuxième famille. C'est la deuxième famille. La troisième, c'est ce qu'on appelle l'hypertension artérielle secondaire. Donc secondaire à un problème autre, en général glandulaire, soit la thyroïde, soit les reins, soit les glandes surrénales, comme leur nom l'indique, qui sont situées au-dessus des reins. Et puis vous avez aussi des anomalies au niveau des artères rénales, qui, quand elles sont rétrécies, entraînent des montées de tension. Et vous avez aussi ce dont on a parlé la fois dernière, les apnées du sommeil, qui sont de grandes pourvoyeuses d'hypertension artérielle. Donc là, quand on règle ce problème secondaire, quand on traite l'hyperthyroïdie, quand on traite ce qu'on appelle un phéochromocytome, par exemple, qui est une tumeur des glandes surrénales, on guérit l'hypertension artérielle. Et puis vous avez la dernière catégorie qui est mon dada et qui est probablement pas partagée par l'ensemble du corps médical, qui est ce que moi j'appelle l'hypertension artérielle émotionnelle, qui a lieu chez les gens qui sont stressés. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas consensus là-dessus. Hein. Non, j'ai une patiente. Il n'y a pas de consensus là-dessus et tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que le stress, par exemple, fasse monter la tension. Bon. Vous l'avez constaté dans votre pratique. Je l'ai constaté, oui. Ouais. Et c'est pour ça que vous êtes venu à l'hypnose d'ailleurs, hein, notamment. C'est l'une des voies, effectivement. Ouais. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle l'effet blouse blanche pour certains. Oui, qui est causé par cela. Alors, ce qui est très intriguant, c'est qu'on n'en a pas conscience. Et donc, les patients vous disent « Ah non, mais moi ça va normalement, mais je n'ai pas peur de la blouse blanche, pardon. » Et pourtant, la tension est élevée. Et quand on les rassure, quand on les laisse patienter 10 minutes au repos, qu'on reprend la tension est normale. On parle de tension artérielle ou de pression artérielle ? Alors, le véritable terme, c'est pression artérielle, puisque c'est une mesure qui est évaluée en millimètres de mercure, donc une unité de pression. Mais dans le langage courant, c'est le terme tension artérielle qui est utilisé. D'accord. Et hypertension artérielle, quand on parle là ? Quand on a des chiffres trop élevés. Voilà. L'inverse de l'hypertension, c'est l'hypotension. Ouais. C'est plus rare ? C'est plus rare. Alors, le problème, ces hypotensions, elles peuvent être induites par les médicaments que l'on donne pour traiter l'hypertension. Et à vouloir, vous savez que le mieux est l'ennemi du bien, donc à toujours vouloir faire baisser la pression artérielle, on peut aggraver les choses et induire des hypotensions qu'on appelle orthostatiques. Et c'est surtout vrai justement chez les patients qui ont ces hypertensions artérielles émotionnelles qui sont labiles. C'est-à-dire qu'elles vont varier dans la journée. Il faut bien comprendre aussi, il faut que vos auditeurs comprennent que la tension artérielle, comme tous les paramètres biologiques, que ce soit la fréquence cardiaque, la température, c'est un paramètre qui varie en permanence. Dans la journée, on n'a pas la même tension toute la journée, c'est ça ? De minute en minute même. Tout dépend de la pression que va mettre le cœur à pousser le sang dans les artères. Tout dépend du degré de ce qu'on appelle constriction ou relâchement, c'est-à-dire est-ce que les artères sont contractées ou relâchées. Ça aussi, ça va entraîner une élévation ou une baisse de pression artérielle. On a plus de tension le matin ou le soir ? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est... Alors, classiquement, la nuit... Qu'on peut mesurer ? On oppose plutôt jour et nuit. D'accord. La nuit, la pression artérielle est plus basse que dans la journée. Et on a des patients qui ont une pression artérielle normale, mais qui ne varie pas entre le jour et la nuit. Ces patients, on les appelle non-dippers. Et bien que la pression artérielle soit normale, ils ont un risque qui est quasiment identique à celui des patients hypertendus non traités. Et non-dipper, ça veut dire quoi ? Non-dipper, ça veut dire que leur pression artérielle ne diminue pas la nuit par rapport à la journée. Tu avais dit une pression artérielle normale. Et ça, c'est une question qui revient souvent. Qu'est-ce que c'est qu'une pression
artérielle normale? Est-ce qu'il y a un bon chiffre à avoir? Alors justement, c'est important ce que vous dites. La pression artérielle est un chiffre. Et de la même façon qu'on ne traite pas des images en médecine, on ne traite pas des chiffres, on traite des patients. Donc on a des chiffres qu'on a considérés comme optimaux, normaux, supranormaux, et puis ensuite on parle d'hypertension artérielle de grade 1, 2, 3, en fonction des valeurs. Donc le chiffre optimal, alors il y a deux manières de mesurer cette pression artérielle. Quand on dit le fameux 12,7, ça n'est pas 12,7. On a deux chiffres en fait. On a le 12, donc là c'est exprimé en centimètres de mercure, 12 centimètres de mercure, 7 centimètres de mercure. Le premier chiffre, ou alors on peut vous le donner en millimètres de mercure, ce qui donnera un 12,7, donnera un 120 millimètres de mercure, 70 millimètres de mercure. Ce premier chiffre, c'est ce qu'on appelle la pression artérielle systolique. C'est la pression qui règne dans l'artère au moment où le cœur se contracte. Donc le cœur va propulser le sang dans les artères à une certaine pression, et c'est le premier chiffre. Le deuxième chiffre, donc le 7 en l'occurrence ici, c'est la pression artérielle diastolique. Et ça reflète la pression qui règne dans l'artère au moment où le cœur se relâche. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cœur, donc c'est une pompe, et cette pompe, elle est saccadée. Elle se contracte, elle se relâche. Elle se contracte, elle se relâche. Mais notre pression artérielle... Vous nous faites le bruit aujourd'hui ou pas? Si vous voulez. Donc ça fait poum-ta, 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 poum-ta. Voilà. Ma journée est faite. Je suis ravi pour vous alors. Donc ça, c'est ce que fait le cœur. Hein. Donc le cœur fait poum-ta, poum-ta, mais la pression artérielle, elle fait pas poum-ta. Elle diminue progressivement, mais elle ne disparaît pas pour autant. Et en fait, bien que le cœur soit pulsatile, on va avoir une sorte d'onde, de vague qui va se propager au niveau des artères. Et donc, comme dans les vagues, on a une crête, un creux. Et donc, cette crête, c'est le premier chiffre, et ce creux, c'est le deuxième chiffre. Donc, 12,7, c'est vraiment optimal. En cabinet, on tolère jusqu'à 14,9. Justement parce qu'il y a l'effet blouse blanche. 14 ans, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir 15, c'est ça que ça veut dire? Ça veut dire que maximum c'est 14, maximum 9 pour le deuxième chiffre. Si vous avez 145, 95, les deux chiffres là sont au-delà des recommandations. D'accord. Comment est-ce qu'on peut techniquement mesurer la pression artérielle alors qu'on n'a pas accès à l'artère avec le fameux appareil, là, le tensiomètre?